Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Occupe ton ergo. Ce podcast a pour but de réunir des ergothérapeutes afin d'échanger et partager leur expérience sur un sujet donné. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute comme Spotify, YouTube ou Apple Podcast. Si vous souhaitez échanger sur le sujet qui a été abordé aujourd'hui, je vous donne directement rendez-vous sur Facebook, sur le groupe privé du podcast Occupe ton ergo. N'hésitez pas à y laisser un commentaire, nous vous répondrons avec grand plaisir. Je suis Marine Dahl, ergothérapeute depuis 2019 et je coordonne ce podcast. Le nouveau podcast est sous forme de dossier. Vous trouverez 3 épisodes sur le thème de l'évolution des études et de la pratique en ergothérapie. Ce podcast a été co-construit avec 3 ergothérapeutes. Tout d'abord Laurent, diplômé avant 2010, avant la réforme des études, puis Kim, diplômée après cette réforme, et Nesliane, qui est toujours étudiante. Pour ce dossier, vous trouverez 3 formats. Tout d'abord le portrait de chaque ergothérapeute qui nous partage son vécu des études et de l'évolution de sa pratique. Puis un échange, un débat où on a réuni Laurent, Kim et Nesliane pour échanger leur point de vue sur cette évolution. Et pour terminer, un épisode complémentaire où là on vous apporte un peu plus de notions théoriques issues d'articles scientifiques sur ce sujet. Toi, Nesliane, quelle idée et quelle définition toi tu avais de l'ergo avant de rentrer à l'IFE? Alors, l'ergothérapie, je connaissais assez bien déjà avant d'entrer dans la formation d'ergo parce que j'avais parlé avec plusieurs ergothérapeutes déjà qui étaient sur le terrain et j'avais aussi discuté avec des étudiants qui étaient déjà dans la formation. Et à travers ces échanges, je savais ce que c'était un ergothérapeute, je savais ce qu'il faisait, où il pouvait travailler. Et en entrant dans la formation, par contre, j'ai appris plein de nouvelles choses que je pouvais apprendre que ce qui est enseigné dans les cours, en fait. L'histoire de l'ergothérapie et les valeurs professionnelles de l'ergothérapeute, ça, c'est vraiment en entrant dans la formation que j'ai découvert tout ce qui est, comment était enrichie vraiment la formation, l'ergothérapie. Ok. Et du coup, si tu devais donner une rapide définition avant de rentrer en ergo, tu dirais quoi? Pour moi, c'était du coup un professionnel de la rééducation qui essayait d'évaluer l'impact du handicap dans la vie d'une personne. Et essayer de pallier les déficits de capacité. Je savais que l'ergo pouvait aussi faire un petit peu de réadaptation. Après, j'arrivais pas à faire du lien vraiment avec la pratique parce que j'entendais du coup ce qu'on me disait, mais concrètement, je n'arrivais pas à visualiser ce que pouvait faire un ergothérapeute. Et du coup, au niveau de tes cours, qu'est-ce que tu as eu comme cours en première année, globalement? Alors, en première année, on a eu quand même une grande partie de l'année qui était basée sur des cours théoriques. On nous a apporté beaucoup de connaissances sur différentes pathologies, et puis sur l'anatomie, la physiologie, tout ce qui est sciences médicales, sociales et humaines. Okay. Et on a eu aussi des cours vraiment spécifiques à la formation, spécifiques à l'ergothérapie. Et c'est là où on a commencé à nous parler des sciences de l'occupation. Dès la première année, en fait, on nous a parlé des sciences de l'occupation. Et par exemple, c'était quoi les titres de tes cours? Le diagnostic en ergo, le processus d'intervention en ergothérapie, les modèles conceptuels, tout ça, c'est des termes qui sont vraiment spécifiques à la profession. Et du coup, on a appris du vocabulaire qu'on emploie qu'en ergothérapie, par exemple, la participation occupationnelle, l'engagement, la volition, la justice occupationnelle et aussi la définition même du mot occupation. En France, elle a une définition qui est particulière et qui est différente que dans les autres métiers, dans les autres pays. Et là, du coup, on apprend à expliquer ce qu'est l'occupation employée en ergothérapie. Super, super. Est-ce qu'avec ces notions-là, on t'apprend aussi à faire le lien avec la pratique de terrain, à les utiliser sur la pratique de terrain? En fait, on apprend comment est composé chacun des modèles, avec quels termes spécifiquement. Mais c'est difficile quand on commence à nous aborder les modèles conceptuels en première année. On nous explique ce que c'est, mais on ne fait pas du lien avec la pratique. Donc du coup, quand on arrive en stage et qu'on parle des modèles conceptuels, on a du mal à faire le lien avec les patients qu'on rencontre, les situations qu'on rencontre, parce que nous, on sait pas, on connaît les modèles, mais on ne sait pas les utiliser et les adapter à une situation. Ok. Et est-ce que vous lisez des articles scientifiques spécifiques à l'ergothérapie? On en lit, mais on en lit beaucoup plus en troisième année pour le mémoire. En première année, comme j'ai dit, il y a beaucoup de cours théoriques, donc ça laisse pas beaucoup la place pour lire des articles. Ça commence en deuxième année quand on commence à parler du mémoire.
on lit quelques articles et en troisième année, beaucoup plus pour la rédaction du mémoire. Mmh. Donc, on apprend à faire de la recherche documentaire, à aller chercher les articles sur différentes plateformes. Bon, c'est des articles écrits en anglais. Ok, donc Et la plupart sont en anglais. oui, bien sûr. Et on apprend à les analyser et ensuite à porter un regard critique à ces articles. On nous apprend sur quels sites et plateformes, quelles sont les sources fiables en fait. Tu peux donner des exemples de où on peut trouver des articles scientifiques, par exemple pour les ergots qui justement savent pas trop où chercher? Il y a les sites des associations, l'Association canadienne des ergothérapeutes par exemple. Et sinon, de manière plus générale, il y a Cairn, PubMed, Sciences Direct, il y a la plateforme Google Scholar aussi. Ouais, dans les IFE, en général, il faut pas hésiter. Même quand on est professionnel, ils acceptent de pouvoir partager ces ressources-là, donc c'est chouette. Ok, bah merci pour tes conseils, Nesliane. Concernant les stages, comment ils s'organisent? Quelle opportunité de stage tu as? Par exemple, dans quelle structure? Je pense que l'organisation des stages, elle est vraiment variable d'un IFE à l'autre. Mais je sais que dans plusieurs IFE, les étudiants ont accès à une liste de stages, une liste d'offres de stages, et les étudiants doivent faire des vœux. Donc, par exemple, en premier vœu, on met le nom de la structure dans laquelle on va absolument faire notre stage, mais il faut faire un deuxième et troisième vœu si les précédents ont été refusés. Ok. Et souvent, dans les types de structures qu'on nous propose, je trouve que la majorité des structures, ça reste quand même de la rééducation adulte. Donc, il y a beaucoup de soins de suite et de réadaptation. C'est vraiment la majorité, en fait. Les offres de stage sont beaucoup pourvues en rééducation adulte. Mais on a aussi des stages en lieu de vie, comme le disait Laurent, en EHPAD, en maison d'accueil spécialisée, en CESAD. Mais, par exemple, si on veut faire un stage en psychiatrie, c'est beaucoup plus difficile d'en trouver parce que il y a moins d'ergothérapeutes qui travaillent en santé mentale, par exemple. Et sinon, il y a aussi de plus en plus, par contre, au contraire, de stages qui sont proposés en pédiatrie, je trouve. En CESAD, en IME, IEM. Et ensuite, il y avait une question par rapport aux personnes que tu connais qui ont été diplômées récemment ou pas. Est-ce que tu sais s'il y en a qui veulent faire des masters après leur DE? Je pense qu'il y en a, oui. J'en connais en tout cas qui ont été diplômés l'année dernière ou cette année et qui ont poursuivi leurs études en master. Et je pense que l'année prochaine, dans ma promo, il y en a aussi qui peut-être poursuivront et feront un master. Et je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il y en a de plus en plus qui se développent et qui sont ouverts aux ergothérapeutes diplômés. Et après, bon, qui sont spécifiques ergo, il n'y en a pas encore beaucoup. Mais en tout cas, je pense qu'il y a voilà. Je pense qu'il y en a de plus en plus, en tout cas, de plus en plus de néo-diplômés qui souhaitent continuer à apprendre. Ouais, ça c'est une opportunité du coup qu'on a depuis 2010 parce que comme le disait Laurent, à son époque, les ergots, donc ils avaient une reconnaissance d'études comme de 2 ans, donc ils devaient faire une année supplémentaire pour après prétendre à un master. Donc en effet, c'est chouette pour notre génération, on peut compléter nos études ça, pour avoir c'est possible, ouais, exactement. Et ça, c'est possible parce que du coup, à la fin de la formation des 3 ans, donc, on a le grade licence, ce qui nous permet de poursuivre en master. Absolument. Ensuite, je voulais aborder avec toi pour revenir sur les situations de stage. Tu m'en avais parlé souvent. Est-ce que tu remarques en tout cas cette différence de formation qu'il peut y avoir entre les tuteurs et toi, les étudiants actuels? Et comment ça se passe en général? Oui, j'ai reconnu des différences de formation. Je pense que c'est même flagrant. À chacun de mes stages, en fait, la discussion des études revient assez souvent parce que les ergos sont intéressés de savoir comment ça se passe les études ergo maintenant. Et souvent, quand je leur explique ce qu'on voit en cours, dans la formation, là, on voit un décalage et surtout, et encore plus pour les ergos qui sont diplômés depuis vraiment quelques années, 10, 15, 20 ans, où là, je me rends compte que ce que je vois dans la formation actuelle, eux, c'est pas des choses qu'ils ont vues. Donc, quand je leur en parle, c'est parfois difficile pour eux de comprendre ce que c'est quelques notions, par exemple, ou sinon ma façon de parler, les mots que j'utilise. Ça a beaucoup changé, donc oui, le décalage, il se voit. Mais je remarque de plus en plus que même si les ergos sont diplômés depuis un certain temps, certains essayent de se mettre entre guillemets à jour sur les études actuelles. Et je pense que en tout cas, l'échange que tu peux avoir avec eux, il est très enrichissant. C'est du donnant-donnant, eux, ils t'apportent la pratique et toi, les connaissances que tu peux avoir justement dans tes cours sur tout ce qui est scientifique. Je voulais revenir aussi avec toi sur quelque chose qu'a abordé Laurent. C'est qu'à son époque, du coup, il y avait un intérêt à montrer la technicité et de l'ergothérapie, de se détacher un peu de ce rôle d'animateur qu'on pouvait avoir
auparavant. Est-ce que toi, c'est des choses qui ont déjà été abordées, que justement vous devez asseoir votre côté scientifique et aussi de se détacher de ce rôle d'animateur? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui reste dans les formations? Je pense que ça dépend du contexte et de la structure du lieu, en fait. Dans certaines structures, j'ai l'impression que l'ergothérapeute n'est pas bien reconnu. Tout le monde ne sait pas ce que fait l'ergo, pourquoi il le fait, c'est quoi un ergothérapeute. Et c'est surtout en santé mentale où j'ai l'impression que les professionnels de santé, les collègues de l'ergo ou les patients le prennent plutôt pour un animateur. Donc cette connotation d'animateur, j'en ai déjà entendu parler et je l'ai déjà ressenti moi-même. Il y a des patients qui des fois disent bon on va aller faire un jeu, oui. Et c'est un peu compliqué d'expliquer ce qu'on fait parce que l'ergothérapeute sait pourquoi il propose cette activité-là, pourquoi il fait ce jeu. C'est qu'il y a des objectifs derrière. Il a en tête son plan d'intervention et après l'expliquer pour se faire comprendre et dire qu'on n'est pas juste animateur. Il y a des personnes qui font ce métier à part entière et l'ergothérapeute, c'est pas que faire des activités. Et je pense que l'enjeu, là, pour les ergothérapeutes, c'est de renforcer notre identité professionnelle pour montrer ce qu'on est capable de faire, pour montrer qu'on est utile parce qu'on a un impact direct sur la personne. Et du coup, en renforçant cette identité professionnelle, je pense qu'on va pouvoir se détacher petit à petit de cette image qu'on nous donne d'animateur. Et concernant le mémoire, donc là, Nesliane, toi, tu es en 3e année, donc tu commences ce travail de mémoire et comment ça se passe? Alors, même si tu n'es pas allé jusqu'au bout, comment ça se passe le début d'un travail de mémoire? Qu'est-ce que tu as comme ressenti par rapport à cette épreuve? Alors, le mémoire, à l'IFE, on a commencé à nous en parler, je dirais, vers la fin de la 2e année. On a commencé à nous dire de réfléchir à certains sujets qui peuvent nous intéresser, où on a envie d'approfondir nos connaissances sur le sujet. Et du coup, j'avais un dossier à rendre pour la fin de 2e année où je devais présenter mon sujet et surtout faire le lien avec l'ergothérapie. Parce qu'on nous demande vraiment on nous demande vraiment de se questionner sur la pratique des ergos en France. Et souvent, on s'inspire des expériences de stage pour trouver un sujet. On se rend compte en stage que y a une situation qui nous a posé question et du coup, on voudrait savoir comment faire. Donc, on va aller rechercher sur ce sujet et ensuite, on développe notre réflexion là-dessus. Donc, en 2e année, on commence petit à petit à nous en parler et à lire des articles scientifiques en lien avec notre sujet. Et en 3e année, c'est là où on rentre un peu plus dans le concret, où on lit beaucoup plus d'articles, où on affine notre réflexion. On nous présente la démarche d'initiation à la recherche, la démarche de la rédaction du mémoire. Et c'est quoi une question de départ, c'est quoi une problématique de recherche, c'est quoi un concept, on apprend les théories, enfin tout ce qui est lié à la rédaction d'un mémoire en fait, de ce travail-là. Alors là pour l'instant, je suis qu'au début, donc je sais que c'est grâce à la lecture d'articles surtout que j'évolue dans ma réflexion. Encore merci d'avoir pris du temps pour écouter ce podcast. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes, que ce soit les portraits, le débat ou l'épisode complémentaire, pour pouvoir avoir une vue globale sur le dossier qu'on a constitué. Et n'hésitez pas à venir sur le groupe Occupe ton ergo pour nous donner votre retour et vous, votre ressenti sur l'évolution de la pratique ergo en France. À très bientôt.